Poursuivons notre exploration du fjord du Saguenay. Nous accompagnons les scientifiques qui veulent comprendre le comportement changeant d'espèces importantes de son écosystème et les traces d'événements du passé dans ses sédiments. On a dit que c'est la station de pêche. Oui. Il est à rouge, je pars. Starter le chrono. Oui. Début juillet, sur le Saguenay, on est à la pêche avec deux experts. 5, 4, 3, 2, 1. C'est fini. On va remonter le filet. Je vais amener l'eau pour rincer. Les prises n'ont rien d'impressionnant, mais Sonia Lévesque et l'étudiant Enrique Amato Pérez ont capturé ce qu'ils voulaient. Ah, là, elles sont on en longues, a. Regardez comment elles sont belles. Wow. Ce sont les larves d'un petit poisson, l'éperlan arc-en-ciel. Rendu à presque 10 mm de longueur. Là. Elles naissent dans les eaux douces qui arrivent du lac Saint-Jean. En suivant le courant, les larves se retrouvent dans le fjord lui-même. Et souvent, elles dérivent vers la baie des Aa. Début juillet, les larves sont toutes petites. Je trouve toujours fascinant de voir la taille des yeux par rapport au corps. Par rapport au reste, hein, on se dit. Leur taille donne une première idée de leur âge. Alors, une longueur de 15 mm. Pour estimer l'âge, il faudrait vraiment extraire les otolithes. Dans leur oreille se cache un os, l'otolithe, qui vaut son pesant d'or pour les chercheurs. Ça agit comme une boîte noire. On fait souvent l'analogie là, avec la boîte noire dans les avions parce que ça va enregistrer en fait plein de moments de l'histoire de vie du poisson. L'otolithe grandit de jour en jour, comme les cernes d'un arbre. Donc, on attrape par exemple un juvénile au mois d'août. On est capable de dire qu'il est né le 8 juin. Des larves, il en est beaucoup. Ce qui intéresse Pascal Sirois, c'est celles qui survivent. Son laboratoire va donc suivre la cohorte toute l'année. Début novembre, la pêche se fait de nuit. Parce qu'à 6 cm, les éperlans sont plus intelligents et donc plus difficiles à attraper. Regarde comment les écailles commencent à apparaître sur la bédaine. Mais la grande surprise cette année, c'est l'absence d'un autre petit poisson. On a vu une baisse marquée du caplan là, un petit peu partout dans le système du golfe Saint-Laurent, de l'estuaire de Saint-Laurent, et le Saguenay ne fait pas exception. Donc, on a eu très peu, pour ne pas dire pas du tout, de caplan cette année là, dans le fjord. Le caplan et l'éperlan sont des espèces clés. Elles servent de nourriture aux oiseaux, aux mammifères marins et aux poissons, autant ceux qui naissent dans les rivières que ceux du fond typiques des mers. La spécialité de Pascal Sirois, c'est l'impact de la pêche récréative. Donc 110 mètres, Patrick. Nous remontons. Et c'est grâce à lui qu'on sait depuis assez longtemps que les poissons de fond ne réussissent pas à se reproduire dans le Saguenay. À la jonction avec le Saint-Laurent, il y a un mur sous-marin. Les poissons passent au-dessus quand ils ont 1 an ou 2. La question, c'est de savoir s'ils restent ensuite prisonniers. En analysant la composition chimique de leurs otolithes, on peut retracer leur parcours de vie semaine après semaine. On peut par exemple voir les proportions de temps passées dans les eaux salées du fond versus les eaux plus saumâtres de surface, et aussi, surtout, les échanges avec le Saint-Laurent. Jusqu'à quel point les poissons migrent entre le Saint-Laurent et le Saguenay? Est-ce que le stock est ouvert sur ce qui se passe dans le Saint-Laurent ou c'est un stock fermé qu'on est en train de vider? Donc, c'est vraiment très fondamental pour la gestion des pêches aussi, ces questions-là.